Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. Le monde est vieux, mais l'avenir sort du passé, dit le Guinéen Djibril Tamsir Niané, auteur de Sundiata ou l'épopée mandingue. J'évoque ces propos sans doute pour relier la grande île à l'Afrique et à l'espace pluriel de la francophonie, mais davantage pour saluer la démarche de cet ouvrage-ci qui commence par une brève histoire de l'implantation de la langue française à Madagascar. Que d'enseignements sur l'attachement des peuples à leur langue, à leur legs, à ce que l'on appelle Tenindrazana, la langue des ancêtres. Formulation qui probablement mieux que celle de langue maternelle, renvoie à l'idée d'une fidélité à sauvegarder, d'un patrimoine à défendre et surtout, à illustrer. Je trouve ici l'occasion de reprendre une citation d'un des pionniers de cette littérature malgache d'expression française, Jacques Rabé Mananjar, qui note fort justement « La langue des ancêtres sécrète naturellement la rêverie, ayant à chaque inflexion des charges poétiques prêtes à éclater. La mentalité, le paysage, tout baigne dans une atmosphère de nostalgie innée, contagieuse, de réminiscence et de légende. Mais nous sommes là au cœur même de la francophonie, car la vocation de celle-ci de promouvoir l'usage et le rayonnement du français dans le monde est soutenue par le souci constant d'œuvrer à faire s'épanouir et prospérer la diversité culturelle et linguistique, pour la reconnaissance d'une égale dignité de toutes les langues et de toutes les cultures. L'histoire du français à Madagascar est marquée, nécessairement comme pour tous les espaces de rencontre, par des confrontations et des échanges qui mènent sur la voie de l'enrichissement. Au demeurant, Dominique Rané-Vauzon relève que la langue française reste associée à l'ouverture sur le monde, en particulier par l'Internet, au savoir, les universités françaises sont encore attractives, à la liberté, la modernité et la prospérité. Elle n'est plus associée à la domination coloniale, au contraire, elle conserve son caractère de bien symbolique prestigieux pour l'élite qui la maîtrise et la transmet et pour des jeunes assoiffés d'être au monde, dans le réel ou le virtuel. Le malgache reste la langue de l'usage et de l'ancrage identitaire. C'est donc pour l'Organisation internationale de la francophonie, à travers ma plume, un plaisir immense de rédiger et signer la préface de ce livre de Dominique Rané-Vauzon. Parler et écrire en français à Madagascar aujourd'hui. L'ouvrage nous conte Madagascar aujourd'hui en une anthologie ouverte à tous les genres jusqu'à y compris ceux, inspirés de la tradition orale malgache présente dans les textes offerts comme un bouquet de luxuriance littéraire. Richesse étalée de la francophonie porteuse de créativité, de jouvence prometteuse. La francophonie des solutions, aurait dit Madame la secrétaire générale de la francophonie, SE. Madame Michaëlle Jean. Assurément cet ouvrage, par-delà un état des lieux d'une belle production locale, est révélateur d'un esprit, lisible dans la générosité qui associe des auteurs francophones appartenant à d'autres contrées proches ou lointaines. L'esprit de la francophonie. C'est cet esprit, splendidement proactif, que les 5 continents arrimés au char de l'Organisation internationale de la francophonie célèbrent, en cette fin d'année 2016, à Antananarivo, à l'occasion du 16e sommet de la francophonie, autour du thème « Croissance partagée et développement responsable, les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone ». La littérature y occupe une place de choix en tant qu'elle est, avec la culture prise dans une large acception, le foyer à partir duquel se déploient les valeurs humaines fondamentales. Chaque fois qu'il plonge dans cette anthologie, de cette spécialiste des littératures de Madagascar et des îles de l'océan Indien, dont il convient de faire un fidèle compagnon, le lecteur se convainc de cette vérité-là. Et il voit que si la limite de la grande île est la mer, pour paraphraser un roi malgache, celle-là est symbolique d'ouverture, d'évasion, de découverte de l'autre, de reconnaissance. On aura alors à l'esprit ce proverbe, également malgache, « La route est longue, cela nous permet de réfléchir. » Et de créer toujours, des ponts d'humanité. Merci à Dominique Rané-Vauzon pour son intérêt particulier pour les liens entre l'histoire et la littérature qui permet de fournir au grand public francophone des ouvrages de référence sur l'histoire culturelle et ses acteurs. Yuma Fall. Directrice, langue française, culture et diversité. Organisation internationale de la francophonie. Sommet de la francophonie à Antananarivo, novembre 2016. Avertissement. Le présent volume a la modeste ambition de rendre compte de l'état de la langue française à Madagascar en 2016 aussi bien dans son usage de communication orale
que dans la production littéraire. Si le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie est une belle occasion pour diffuser un tel document, il faut souligner qu'il était nécessaire depuis quelques années puisque la dernière anthologie était celle de Liliane Ramarossou publiée en 1994. La première partie tentera de rendre compte du statut de la langue française dans ce pays où toute la population parle le malgache. L'histoire de la fixation de la langue nationale puis celle de l'implantation du français, et les politiques linguistiques pratiquées par les pouvoirs successifs seront rapidement évoquées pour expliquer la situation actuelle si fragile des deux langues. La rapide analyse des positionnements des partisans de l'écriture exclusivement en malgache permettra de comprendre les enjeux de la bipartition de la production littéraire contemporaine. Le témoignage des écrivains plurilingues mettra en évidence le fait qu'il n'y a ni doctrine ni modèle fixe en matière de rapport aux langues, mais que le locuteur comme l'écrivain le construit en fonction de son vécu. Il nous a donc semblé utile d'entendre par quel cheminement singulier chacun de ces malgaches est arrivé au choix d'écrire en français, parfois en gardant un autre volet de son écriture en malgache. La seconde partie est plus anthologique et répond aux besoins d'une vision panoramique de cette production publiée pour une part à Madagascar, et pour une autre part à La Réunion et en France, avec des diffusions variables et donc une réception parfois confidentielle. Sans prétendre à une exhaustivité difficile à atteindre puisque le champ est en perpétuelle mutation, figurent ici les écrivains dont les œuvres publiées témoignent du dynamisme d'un genre littéraire, d'un état de la langue, des thèmes traités, des positions affichées. Bien sûr, le système de sélection de courts extraits ne peut rendre compte de la richesse de chaque œuvre. Le lecteur est donc encouragé à la lire entière. La troisième partie veut rendre compte d'une question importante pour la littérature comme pour les autres domaines de la vie. Madagascar est dans un monde ouvert, livré aux regards et donc aux analyses d'autres écrivains que les siens, résidents ou voyageurs, français, suisses ou mauriciens. Si les écrivains étrangers furent les premiers à écrire sur Madagascar, ils n'ont pas cessé de produire des textes en français publiés en France et qui y croisent donc la production malgache. La présence conjointe de ces deux corpus permettra de renoncer aux catégorisations territoriales des textes induites par les appartenances nationales de leurs auteurs et, nous l'espérons, de profiter de l'espace offert par la francophonie, pour créer des réseaux, des analyses croisées, des influences réciproques. Nous remercions les auteurs et les éditeurs qui ont accepté de figurer dans ce riche panel, les relecteurs et l'ensemble des collaborateurs qui ont permis que ce projet aboutisse. L'auteur. Partie 1 La langue française à Madagascar, histoire, pratique, imaginaire. La langue française à Madagascar, brève histoire d'une implantation fragile. Madagascar au temps des royaumes. La population malgache étant issue de métissages divers, la langue dite malgache s'est développée selon un processus de créolisation qui a abouti à des variantes significatives. Le malgache de chacune des régions est ainsi considéré comme une variante dialectale d'une seule et même langue bien que l'intercompréhension ne soit pas toujours effective. Jusqu'au début du XIXe siècle, l'île était partagée en royaumes aux frontières ethniques plus ou moins marquées. Antagonistes, ils se souciaient peu d'une quelconque harmonisation linguistique. La vie politique du XIXe siècle a modifié les rapports de chacun à la langue. En effet, quand le royaume des Hautes-Terres centrales, l'Imerina, a entrepris militairement la conquête des régions dites périphériques, il a installé une domination structurelle et symbolique de nature coloniale, gouverneurs, bases militaires, élimination des pouvoirs locaux voire destruction de villes. C'est en collaboration avec le roi d'Imerina Radama Ier que les missionnaires anglais ont fixé la langue en caractère latin. Il s'agit alors de sa langue, le Merina, appelé le malgache puis le malgache officiel, à la suite du décret royal du 26 mars 1823. Par réaction, les régions n'ont eu d'autres symboles identitaires que leur structure sociale et leur langue. La vision unificatrice des Mérinas qui a pris les traits d'une vision nationale, a toujours insisté sur l'unité de la langue comme preuve de la nation. Ce nationalisme justifié par la situation linguistique a alors ignoré les diglossies régionales sur lesquelles, à l'inverse, s'appuyaient les résistances. L'ère des missions. Les missionnaires anglais, actifs à la cour d'Antananarivo dès 1820,
ont le souci de l'édification spirituelle mais aussi de la culture des Malgaches. Ils ouvrent des écoles pour les enfants des nobles puis, soutenus par eux, dans toute la région. Ces foyers d'instruction sont toujours associés à une église et travaillent en malgache. Dans le même temps, ils diffusent des publications où se trouvent des textes traduits de l'anglais, d'inspiration chrétienne et des reportages, et des poèmes puis des nouvelles écrites par des malgaches. En association avec leurs collaborateurs, ils publient, toujours en malgache, des proverbes et des contes, et la Bible en 1835. À partir de 1864, la première revue, Tenisoa, La Bonne Parole, présente des articles en anglais et en malgache. Entre 1875 et 1900, la revue annuelle anglophone The Antananarivo Annual and Madagascar Magazine publie surtout des récits de voyage dans les diverses régions de l'île et des articles scientifiques. Cette production n'a pas de dimension coloniale dans la mesure où, contrairement aux analyses des Français en 1896, l'Angleterre, au traité de Zanzibar en 1885, avait renoncé à conquérir Madagascar. Quand la royauté mérina, qui domine presque toute l'île, promulgue en 1881 le Code des 305 articles affirmant le caractère obligatoire de l'instruction des enfants, celle-ci est majoritairement aux mains des missions, qui sont aussi catholiques à partir de 1861. Les protestants anglais exercent une influence d'autant plus exclusive sur la cour d'Antananarivo, et donc sur la formation et le recrutement des élites que la reine s'est convertie au protestantisme en 1869. En conséquence de ce processus, les élites nationales seront mérinas et protestantes. Au moment de la colonisation française, le travail sur la fixation et la diffusion de la langue malgache a donc pris en 70 ans une importance si considérable qu'elle est vécue comme la base de l'identité culturelle, si ce n'est nationale. L'implantation du français et la cohabitation des langues, la colonisation. À partir de 1896, le général Gallieni prend la direction de la nouvelle colonie avec pour mission d'être plus énergique que son prédécesseur dans l'implantation de structures militaires et civiles qui pérenniseront la conquête militaire. En un mot qu'il emploie, il doit franciser l'île. Il fait face aux dignitaires mérinas, sait qu'ils sont majoritairement protestants et les soupçonne de vouloir faire de Madagascar une colonie anglaise. C'est à la lumière de cette analyse qu'il impose l'usage de la langue française dans les établissements scolaires laïcs implantés par la colonie, dans les écoles catholiques qui existaient déjà et dans les écoles protestantes, les plus nombreuses mais dont il supprime une partie grâce à des contraintes juridiques. Dans ce contexte de lutte politique et de rivalité religieuse, la langue française se trouve associée à une domination politique et à une laïcité anti-religieuse agressive. Par esprit de résistance, la langue malgache va être utilisée beaucoup plus dans les réseaux intellectuels malgaches majoritairement chrétiens. Gallieni intègre cette double symbolique de la langue, en disant que la mise en œuvre du programme d'enseignement est en même temps d'ordre politique et religieux. Cette francisation des esprits de nos peuples malgaches a un but clairement affiché. Il s'agit de lutter contre l'influence des églises, soit de les affranchir des préjugés, afin de les transformer en auxiliaires et collaborateurs pour l'œuvre française et économique. Dans la pratique, les établissements d'État, les écoles officielles, se mettent en place très doucement alors que les structures catholiques sont déjà nombreuses et actives dans les diverses régions. Elles vont donc naturellement devenir les bastions de la langue française et de la culture classique gréco-latine. Gallieni fonde en 1902 l'Académie malgache où se rencontrent mensuellement des chercheurs malgaches et étrangers, français, anglais, norvégiens, pour rendre compte en français de leurs recherches sur tous les secteurs de la société, sciences, histoire, médecine, avec un intérêt tout particulier pour la langue malgache. Cette institution fonctionne toujours mais quasi exclusivement en malgache. Le successeur de Gallieni en 1905, le radical et franc-maçon Victor Augagneur, va accélérer cette guerre scolaire qui est plus idéologique que linguistique en annonçant vouloir faire régner le véritable esprit français dans toute sa force. Cette radicalisation coloniale et anticléricale va, par réaction, durablement associer le nationalisme et la foi protestante à la langue malgache. C'est donc dans le cadre des très nombreuses et très influentes écoles et églises protestantes que vont s'épanouir en malgache les dons de poètes, de dramaturges, de romanciers, d'essayistes. Cette production est diffusée dans des revues puis des maisons d'édition rattachées aux églises. À l'inverse,
une production littéraire francophone sera soutenue par les instances gouvernementales ou dans le cadre des intellectuels catholiques. Voulant répondre aux nombreux lieux de production en malgache, la colonie diffuse une littérature pédagogique en français, la revue École franco-malgache pour les enseignants et dans les lectures du dimanche pour le grand public. La linguiste Claudine Bavoux résume la situation en disant que la colonisation a superposé une diglossie français, malgache à une première diglossie malgache officielle égale dialecte mérina officialisé, autre dialecte malgache. D'autres linguistes utilisent l'expression version standard, ou plus communément malgache officiel, face aux variétés régionales ou parlers régionaux parfois nommés dialectes. La société malgache est durablement multilingue sans que, pour autant, tous ses membres soient des locuteurs plurilingues. La production littéraire francophone. Stimulée par les institutions scolaires, la possibilité de publier dans la presse locale, la circulation d'ouvrages et la soif de reconnaissance par les autorités coloniales, un certain nombre d'écrivains choisissent d'écrire en français. Le plus célèbre d'entre eux, devenu emblématique de l'entre-deux linguistique et culturel des intellectuels de cette période, est Jean-Joseph Rabéa-Rivelaud, 1903-1937. Autodidacte, boulimique, il s'imprègne des œuvres françaises et européennes au point d'identifier toutes les situations qu'il vit à des passages d'œuvres lues. Il écrit beaucoup, surtout en français, dans tous les genres, entretient une intense correspondance avec des critiques, des écrivains français dont Gide, et tient un journal, Les Calepins Bleus. Ses œuvres les plus connues sont ses recueils de poésie marqués par les thèmes de la société traditionnelle malgache, la musique, les paysages, la mélancolie, et la prosodie française dans laquelle il ambitionne d'insuffler la musique de la langue malgache. En 1931, il écrit Presque Songe, un recueil de poèmes écrits simultanément en français et en malgache, qu'il appelle la langue ova, du nom générique donné aux mérinas par les Français. Ainsi imprégné de deux cultures et de deux langues entre lesquelles il refuse de choisir, il se décrit lui-même comme insulaire, et le 2 fois est exilé. Au gouverneur auquel il sollicite d'être envoyé en France, il parle de sa patrie intellectuelle, tout en traduisant les intenies sous le nom de vieilles chansons des pays d'Imérina. Cette double identité, qu'il nomme conflit de culture et de race qui confine en drame sombre, associée à des difficultés personnelles, finit par lui être insupportable. Il se suicide par empoisonnement en embrassant les vers de Baudelaire après avoir écrit « Et cela, c'est moi, impérieusement, violemment, naturellement, latin chez les Mélaniens. Et avec les traits de ceux-ci. Non, ça ne peut plus durer. » Il laisse le flambeau au jeune Jacques Rabé-Manandjar qui l'a accompagné dans ses premières expériences poétiques. Issu de la côte Est, Jacques Rabé-Manandjar, 1913 à 2005, va poursuivre une carrière administrative puis politique tout en écrivant uniquement en français, de la poésie et des pièces de théâtre. Élu député en 1946 dans le parti nationaliste MDRM, il est arrêté avec ses autres responsables au lendemain de l'insurrection du 29 mars 1947. Emprisonné, sous la menace de la mort, il écrit un long poème qui reste à ce jour un des textes les plus célèbres de la littérature malgache et qui commence ainsi. Il aux syllabes de flamme. Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Il ne fut plus doux à mon cœur. Il aux syllabes de flamme. Madagascar. Ces deux œuvres suffisent à démontrer que l'expression littéraire en français et l'intérêt pour la culture française peuvent aller de pair avec un attachement passionné à sa culture et à son pays. Langue nationale et ou langue de communication, l'indépendance et la Première République. L'indépendance est célébrée le 26 juin 1960. La Constitution affirme en son article 2 « Le malgache et le français sont les langues officielles de la République malgache ». Des accords très étroits avec la France stipulent que la langue française reste la langue d'enseignement et prévoient l'envoi d'un nombre important de coopérants français dans tous les secteurs dont celui de l'enseignement, 2000 en 1960, encore 1700 en 1972. L'université créée en 1961, animée essentiellement par des Français, dispense des diplômes équivalents à ceux de la France. Le ministre Botokeki maintient l'enseignement en français dans un système qui se développe rapidement mais qui reste très sélectif, avec un enseignement rural en malgache et un cursus urbain francophone.
La vie sociale continuant d'être en malgache, les médias, les églises, la vie quotidienne et en français, médias, écoles, la population scolarisée qui jouit de manuels et de bibliothèques vit en situation de réelle diglossie. La malgachisation. En 1972, des mouvements de contestation du pouvoir prennent la langue comme illustration, symptôme, de la poursuite de l'influence française sur le pays qui est essentiellement politique et économique. Les slogans des étudiants contestataires accusent le néocolonialisme par la formule « français, langue d'esclave », alors que sur la côte, Atamata vont brandir une autre équation issue de la situation précoloniale, malgachisation égale mérinisation. Le poème du célèbre écrivain Dox distribué lors d'une manifestation le 18 mai 1972 se termine ainsi. Inoanareo fa ny fiteni. Antsika no azoana, eny. Zato eni fa ombiazana. Vous êtes convaincus que la langue qui nous appartient nous procurera 10 fois plus de réussite. Le mouvement accuse en effet le système scolaire d'avoir entraîné la perte des valeurs malgaches et creusé les disparités sociales. Le poème relaie les slogans. Ny sekoli fanovozana. Zari toerana, yandevozana. Fa fanjanaana ny saina. Satria ny rafi pampianarana. Dianaziana fiangarana. Oanni zanaki ny mpeanana. Tiana Andova Fiadanana. L'école où on pouvait puiser des connaissances devenait un lieu d'esclavage. Car on y colonisait l'esprit. La politique d'enseignement, de par sa partialité, favorisait les enfants des riches, héritiers du bonheur. À la suite du renversement du pouvoir, un gouvernement de transition révise en 1973 tous les accords passés avec la France et instaure dans une certaine urgence cette malgachisation. L'écrivain et journaliste Emilson Daniel Andria Malala publie en 1974 le petit essai qui sert toujours de justification à ce qui est présenté comme un retour aux sources. Ny Fanagagiana. La malgachisation concerne le retour exclusif de la langue malgache dans l'enseignement mais aussi dans l'économie et dans la manière de penser. Fomba Fisaina. Les préoccupations sont en réalité avant tout d'ordre politique. Il s'agit, dans cette logique, de retrouver une identité malgache perdue à cause de la domination coloniale de tous les secteurs, jusque dans le mode de pensée. L'argument dénonce ce qui serait la victoire de Gallieni. Par l'usage de la langue française, les malgaches auraient été francisés, donc spoliés de leur culture. L'appel à la malgachisation n'est donc que la même démarche inversée. En recouvrant l'usage de leur langue, les malgaches devront réintégrer les valeurs qui sont les leurs, leur authentique mentalité, Toetsaina, pour conduire leur pays. Siméon Rajan, agrégé de lettres classiques avant d'être linguiste malgache, diffuse cette pensée parmi les universitaires, plus particulièrement le département des lettres malgaches qu'il ouvre. Il défend le projet de retrouver l'essence originelle de la pensée malgache, à travers une réhabilitation de la langue car, dit-il, celle-ci, sous l'effet de l'infiltration occidentale, s'est entièrement reconstruite sur les notions et les normes occidentales. Il considère que la langue est un des éléments essentiels de la nation, et que la reconquête de l'intégrité de celle-ci passe donc par l'autosuffisance linguistique, en vue de la régénération de la littérature nationale, grâce à des politiques linguistiques volontaristes, en particulier un important travail de néologie. Il publie dès 1962 à 63, une anthologie thématique qui, rééditée en 2000, reste l'unique référence sur une littérature considérée comme un patrimoine national. Le projet politique national est ensuite résumé dans le livret du président Didier Ratsiraka, Charte de la Révolution socialiste d'Iboki Mena, Livre rouge, distribué et lu par tous à partir de 1975. La malgachisation y est présentée ainsi. Malgachiser l'enseignement signifie harmoniser le contenu et les méthodes de cet enseignement avec les impératifs de la Révolution, c'est-à-dire l'édification d'un État socialiste et véritablement malgache. Avant d'aboutir à la consécration de ce malgache commun, l'on utilisera cumulativement le malgache officiel, le malgache dans ses variantes régionales et le français. Qu'on le veuille ou non, la langue française confère la langue anglaise, est une arme qu'il nous faut utiliser.
Force est de reconnaître que pendant longtemps encore, nous aurons besoin de cette langue comme d'une fenêtre ouverte sur le monde de la civilisation technique. Il ne faut jamais perdre de vue que parler une autre langue n'est pas dire sa pensée avec d'autres mots, mais penser autrement, et du même coup penser autre chose. Nous sommes tout aussi opposés à ce mouvement dit francophonie, car objectivement il a des relents de paternalisme et de néocolonialisme que nous récusons. La malgachisation de l'enseignement, effective depuis 1976, est instituée par la loi du 17 juillet 1978. La langue française y est déclarée langue étrangère et enseignée comme telle au bénéfice du malgache commun, promu langue d'enseignement. Cependant, les méthodes comme les supports pédagogiques et les enseignants manquent. Les bacheliers envoyés dans les établissements dans le cadre d'un service national obligatoire font de leur mieux, en malgache, sans formation ni matériel. Dans le même temps, l'enseignement privé est resté en français. Les conséquences de ces ruptures sont spectaculaires. En quelques années, le niveau en français des élèves et des enseignants chute sans que le niveau en malgache permette de maintenir des exigences scientifiques. Plus aucune équivalence n'existe avec la France et l'ensemble du système semble se refermer sur lui-même. Les publications en français deviennent quasi inexistantes et même celles en malgache sont rares, tous domaines confondus. Le niveau de vie chutant, le taux de scolarisation baisse également, entraînant la fermeture de nombreuses écoles et la baisse du taux de réussite aux examens. Ces derniers débouchent dorénavant sur des diplômes non reconnus à l'étranger et qui ne procurent plus d'emploi sur place. Pourtant, les nouvelles universités des 6 provinces accueillent un nombre croissant d'étudiants mais qui sont souvent en grève et dont le niveau reste très faible. En 1985, sans que les acteurs politiques changent, l'Assemblée nationale populaire institue de nouveau le français langue d'enseignement au même titre que le malgache. Mais aucun moyen n'étant mobilisé pour appliquer cette décision, l'ensemble du système scolaire est remis en question et redevient une des revendications lors de la crise politique de 1991. La complexité augmente avec les difficultés, le retour du français après 1991. La grave crise politique de 1991 a rassemblé des centaines de milliers de gens exaspérés qui brandissaient des slogans parmi lesquels « À bas la malgachisation ». Parmi les premières dispositions des nouveaux responsables, dits Force vive, figure le retour du français comme langue d'enseignement dès mars 1992 mais dans une perspective dite démocratique. La nouvelle politique scolaire, inscrite dans la loi de 1992, tente d'effacer l'échec de la malgachisation par un renforcement effectif du français mais le personnel qualifié n'est plus suffisant. En 1996, seuls 10 à 15% des malgaches peuvent être qualifiés de locuteurs francophones. Le président Marc Ravalomanana, aux affaires entre 2002 et 2009 et qui n'est pas francophone, a défini son plan quinquennal, 2007 à 2012, dans un document appelé Madagascar Action Plan (MAP). Il y déclare « Les Malagasy sont un peuple uni grâce à sa langue, mais affiche vouloir préserver les dialectes locaux. » Il promet des manuels de primaire en malgache, qualifie le français et l'anglais de langue secondaire, mais inscrit dans la Constitution de 2007 l'anglais comme troisième langue officielle à Madagascar. Cependant, ce multilinguisme qui devait symboliser l'internationalisation des références du pays ne franchit pas l'inscription de quelques nouveaux mots, le bypass, le leadership et le Air Force One du président, assimilés au malgache car les établissements privés, devenus les plus attractifs, refusent d'instituer ce nouveau trilinguisme institutionnel. Suite au changement de régime de 2009, la Constitution valide en décembre 2010 un nouveau bilinguisme malgache, français mais toujours sans fournir aux enseignants les moyens de le mettre en place. La situation en 2016. La situation linguistique continue d'être complexe car contradictoire. La langue d'usage continue d'être quasi exclusivement le malgache tandis que l'enseignement applique la loi de 1992 imposant l'enseignement en français. Cependant, les supports didactiques en français étant quasi inexistants et la majorité des enseignants du primaire public n'ayant reçu aucune formation, on en arrive à la situation absurde où les enseignants doivent enseigner dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas à des élèves qui n'en ont pas l'usage immédiat. Une enquête de 2006 avait révélé que seul 1% des enseignants en poste étaient réellement capables d'enseigner en français.
La situation socio-économique s'étant encore significativement aggravée depuis, de plus en plus d'enseignants non formés ont été recrutés. Les cours officiellement dispensés en français sont aujourd'hui expliqués en malgache avant d'être in fine, résumés par quelques phrases copiées en français sans que ni l'enseignant ni les élèves ne les comprennent. Une enquête du Haut Conseil de la francophonie estime qu'en 2010 entre 5 et 15% seulement de malgaches pouvaient être qualifiés de francophones, même partiellement. Il faut ajouter que le paysage ne peut se réduire à une coexistence du malgache et du français puisque d'autres langues, ou variantes, ont une part significative dans le paysage linguistique. Dans les zones rurales, où la paupérisation accélère la déscolarisation, et côtières, les normes langagières s'effacent à l'oral au bénéfice des variantes dialectales si bien que même la maîtrise du malgache des programmes scolaires n'est plus assurée. À l'inverse, en ville, l'anglais est utile dans le monde des affaires qui, bien qu'étroit, recrute des diplômés. Il est également nécessaire dans la recherche, en particulier scientifique. Le chinois, parlé par l'importante communauté commerçante, est désormais enseigné à de nombreux étudiants et élèves malgaches grâce à l'Institut Confucius implanté depuis 2008. Les étudiants sont attirés par les perspectives de bourse en Chine et par les échanges commerciaux. Cependant, si l'anglais et le chinois sont les langues nouvellement implantées, la langue française reste associée à l'ouverture sur le monde, en particulier par l'Internet, au savoir, les universités françaises sont encore attractives, à la liberté, la modernité et la prospérité. Elle n'est plus associée à la domination coloniale, au contraire, elle conserve son caractère de bien symbolique prestigieux pour l'élite qui la maîtrise et la transmet et pour des jeunes assoiffés d'être au monde, dans le réel ou le virtuel. Le malgache reste la langue de l'usage et de l'ancrage identitaire. Le multilinguisme, réduit dans les directives au bilinguisme, ne semble pas stimuler le secteur de la traduction puisqu'aucune œuvre littéraire malgache n'est traduite en français ou en anglais et que très peu d'œuvres majeures françaises ou autres ont été publiées en malgache. Cette trajectoire de presque 2 siècles permet de mettre en évidence la permanence des liens entre la question linguistique et le pouvoir. Quel qu'il soit, celui-ci tente d'imposer une langue en même temps que sa domination et installe ainsi de ce fait un imaginaire qui entraîne un rejet global en cas d'échec, ce qui suscite une alternance chaotique. Les crises successives ont ainsi justifié des politiques linguistiques contradictoires, interventionnistes dans leurs objectifs affichés et inefficaces par manque de moyens. L'instabilité permanente a fragilisé une fragilisation de l'ensemble des locuteurs et, à travers eux, de la vie culturelle, sociale et politique de Madagascar. L'écriture en malgache, entre aspiration et réalité. Si les circonstances de la vie politique expliquent l'implantation ancienne du français et sa faible utilisation actuelle, une partie des intellectuels a depuis 1896 défendu l'utilisation exclusive de la langue malgache. Le principal argument fut et reste que la langue est avec la terre, l'héritage des aïeux ou des pères. Dans un pays où les ancêtres restent les références identitaires et les détenteurs de la bénédiction, le respect qu'on leur doit passe par le maintien de ce qu'ils ont légué. Ainsi parée de l'aura des ancêtres, la langue devient logiquement sacrée au même titre que la terre. Patrimoine commun aux membres de la même communauté, elle consacre leur unité et dresse une barrière entre eux et les non-locuteurs, ceux du dehors qui n'accéderont jamais au statut d'héritier. Là où le français parle de langue maternelle, le malgache emploie la périphrase langue des ancêtres, Tenindrazana, par opposition à toutes les autres qui sont les langues des étrangers, Vasaa ou Vaini. La langue, selon cette perspective patrimoniale, devient le principal emblème de la nation malgache et pour chaque locuteur, le signe tangible de son appartenance. Ce point de vue défend l'unicité de la langue comme preuve que tous les malgaches forment un même peuple, et que l'île est donc une nation à restaurer ou à défendre en tant que telle face aux incursions étrangères matérielles ou symboliques. Jacques Rabé-Manandjar, responsable politique et écrivain francophone, défendait ce point de vue. La langue des ancêtres sécrète naturellement la rêverie, ayant à chaque inflexion des charges poétiques prêtes à éclater. La mentalité, le paysage, tout baigne dans une atmosphère de nostalgie innée, contagieuse, de réminiscence et de légende. Il se fondait sur l'unité de la langue pour défendre une conscience de la nation innée, qui aurait précédé la naissance de l'État qui, lui, est l'œuvre des chefs. Ainsi la langue est le patrimoine le plus précieux,
l'apanage héréditaire de tout le peuple malgache depuis la nuit des temps. Cette logique a ainsi associé la fidélité au pays et à l'usage de la langue, par opposition à l'usage du français comme signe d'acculturation. Ces clivages ont été inconsciemment entretenus par les institutions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.